Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire des rendez-vous de la ligne 1000. Nous allons aujourd'hui aborder les nouveautés de la Sage 1000 V11 avec la release 2. Et nous avons comme animateur aujourd'hui Vincent Audely, directeur de projet de la ligne 1000 chez Apogea. Je tenais également à vous préciser que si vous avez des questions, vous avez un chat à votre disposition pour vous poser vos questions. Nous allons réserver 5 à 10 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Et je laisse la parole à Vincent. Merci Jessica. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de la version FRP 1000 version 11R2 millésime 2024. Alors, pourquoi millésime 2024? Je vais commencer par ça, puisque Sage a prévu 2 releases par an. Et la dernière en cours donc est la release 2 de l'année 2024. Ça sous-entend qu'en 2025, vous aurez une release 1 et une release 2, a priori aux alentours de mois de juin pour la release 1 de 2025 et au mois de novembre pour la release 2 de 2025. Voilà, donc les 2 releases par an sur la version 11 seront millésimées chez Sage. Voilà, donc là on est sur celle qui est sortie au mois de novembre dernier. Un petit peu. Donc je vous propose de commencer donc la présentation, parce on a un planning assez chargé. Je voulais vous parler au travers de cette release-là de 2 grands points sur la réforme sur les nouvelles normes comptables 2025. Donc on va parler de l'objectif des calendriers et des différents impacts ainsi que les nouveautés directement dans Sage. La réforme de la facturation électronique, même principe, on va parler des objectifs, des calendriers et des impacts, ainsi que des nouveautés donc directement sur la facture électronique sans relation. Des autres nouveautés de la version R2. J'ai mis en annexe quelques annexes sur l'ANCM 2025, notamment avec les comptes qui sont impactés. Et après, je reparlerai rapidement des prochaines démos, puis la séance de questions-réponses. Voilà un petit peu pour le contenu. À noter que j'aborde dans les nouveautés toutes les nouveautés V11, donc c'est-à-dire V11, V11R1, V11R2. Donc si certains ont déjà vu des séminaires sur les anciennes versions et des choses que vous reverrez déjà et donc avec lesquelles vous serez sûrement familier. Je vous propose de démarrer donc la réforme ANC 2025, donc objectifs, calendrier et les impacts. Donc les objectifs de cette réforme, donc c'est de faciliter la digitalisation, pardon, pas si je veux dire, des comptes annuels des différentes entreprises, actualiser les modèles de compte et du plan comptable et simplifier ces modèles pour faciliter les comparaisons entre les différentes sociétés. Donc ce qui change concrètement, on a plusieurs choses. On supprime la technique des transferts de charges qui était utilisée actuellement. Les états financiers vont être globalisés pour justement faciliter ces fameuses comparaisons. Et on redéfinit le résultat exceptionnel, les états financiers qui vont être du coup impactés également. Une nouvelle présentation au niveau de votre annexe et surtout ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est surtout la modification du plan comptable. On voit qu'il y a quelques impacts à ce niveau-là. Côté calendrier, cette réforme concerne 2025, donc toutes les sociétés qui sont sur un exercice civil vont donc 1er janvier au 31/12 vont être concernées au 1er janvier, mais ça va concerner le millésime 2026, donc votre déclaration de fin d'année prochaine. D'accord. Mais comme il y a un impact au niveau des comptes, il va falloir le faire au plus tôt sur 2025 pour éviter d'avoir un historique trop lourd sur les anciens comptes, anciennes pratiques. Mais ça concerne votre millésime de liasse fiscale de l'année 2026. Donc pour les entreprises qui sont sur un exercice décalé, par exemple, j'ai pris un exemple, mais quelle que soit la date, hein, si vous êtes par exemple de juin à juillet, donc vous démarrez votre exercice au 1er juillet 2025 et vous clôturez au 30 juin 2026, ben, la réforme vous concerne un peu plus tard, puisque on parle du millésime 2026, donc ça va vous concernera à partir du 1er juillet 2025. Un petit peu en termes de planning. Donc il faut l'anticiper parce que bien sûr vous allez voir qu'on va avoir des comptes qui vont être modifiés, supprimés, etc. Donc le contexte rapide, donc la réforme de l'autorité des normes comptables, donc c'est un règlement de la modernisation sur les états financiers qui a été publié au journal officiel le 30 septembre 2023. Donc la date d'application, on vient de le dire, 1er janvier
mai 2025. Les impacts, je vous les ai remis ici, mais c'est toujours les mêmes, hein, les transferts de charges, les états financiers, nouvelle annexe, modification du plan comptable. Mais on verra mais le détail un petit peu plus loin. Et donc, ce qui nous impacte sur la version 11 R2, donc pour le coup R2, parce que c'est pas disponible sur les autres versions 11, hein, 11 R1 ou 11 tout court. On a des assistants qui vont vous permettre de désactiver les comptes en masse, de créer des nouveaux comptes pour l'année 2025, tous les nouveaux comptes dont on parle, hein, il y en a quand même pas mal, hein, et de modifier les comptes sur les schémas de comptabilisation pour ceux et celles qui ont les immobilisations. Donc ça, c'est les grandes lignes. On va revenir un petit peu plus en détail. Donc sur les impacts, je vous ai mis pour chaque poste un peu qu'est-ce qui changeait. Donc la suppression des transferts de charges, donc l'opération mécomptable qui est juste votre compte de résultat en compensant une partie des charges qu'on avait déjà affectées. Donc on supprime cette technique pour simplifier la compréhension des états. Donc les impacts, ça veut dire des nouvelles habitudes métiers à intégrer côté comptable, anticiper, analyser la comparaison du compte de résultats et du compte de résultats, pardon, et expliquer bien sûr les écarts significatifs. Donc concrètement, on va supprimer par exemple les remboursements assurance en 780 de transfert de charges d'exploitation qui vont passer sur des comptes 75-87 d'indemnité assurance. Ça c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, la réforme sur le résultat exceptionnel. Donc, on a une approche très restrictive sur un événement majeur. Donc, sont concernés, pardon, uniquement les 672, 772, 678, 778, donc charges et produits exercices antérieurs et autres charges et produits exceptionnels. Donc, le but, c'est de se rapprocher des pratiques internationales pour faciliter toujours ces comparaisons. Donc, nouvelles habitudes aussi comptable, toujours expliquer vos écarts et impact notamment sur nos schémas de comptabilisation des immobilisations. Voilà, donc par exemple, un compte 775 de cession actif va devenir un compte 757 de produits de cession d'immobilisation corporelle incorporelle et la VNC en 675, pareil, va passer sur un 657 de valeur comptable des immobilisations corporelles et incorporelles. Donc là, en fait, ça va impacter vos immobilisations si vous avez les immobilisations et donc les schémas comptables associés. Modification des états financiers, donc on va la combinaison donc des différents régimes et l'ajout progressif des nouveaux états a complexifié un peu leur exploitation. Donc seront conservés deux modèles de bilan en tableau avant mes répartitions et de compte de résultats en liste pour un système abrégé, donc toujours pour faciliter cette comparaison. Voilà, donc forcément, il y aura des impacts sur vos états préparatoires. Forcément, il y aura des impacts sur votre liasse fiscale de 2026. Et donc, votre millésime sera de 2026, mais j'entends, sera impacté. Pas le millésime actuel, encore une fois, mais bien le millésime 2026, donc celui pour l'année 2025. Donc, exemple de suppression, les modèles de bilan en liste et après répartition de résultats et les modèles de synthèse développés. Donc, ça, c'est vos impacts financiers qui vont être modifiés directement. Un peu sur le même principe, les annexes aussi. Puisqu'on va avoir de nouveaux modèles et obligations en fonction de la typologie de l'entreprise, donc toujours pour homogénéiser les flux. Donc les impacts, tableau de trésorerie, les modèles de tableau de financement, des nouvelles exigences obligatoires sur l'annexe, selon si les personnes morales, la taille, etc. Et de nouvelles plaquettes pour les logiciels de liasse fiscale. Donc ils ne sont pas encore implémentés, hein, ça va venir assez rapidement, mais dès qu'on aura fini la campagne de 2025. Au niveau de la modification du plan comptable, donc, les différents plans comptables ne permettaient pas toujours d'avoir une homogénéité, donc une comparaison. Donc le but, c'est de les uniformiser et de les simplifier. Donc pour nous, vous l'avez mieux compris, il va falloir qu'on crée des comptes, qu'on fasse certaines subdivisions, qu'on mette en sommeil un certain nombre de comptes, qu'on fasse des imputations comptables, qu'on ait quelques habitudes, des changements de méthode et les impacts, bien sûr, sur vos états de liasse. Donc concrètement, les nouveautés donc impactantes sur la version 11 R2. Donc on a 3 assistants de disponibles. Petit aparté, on vous l'aurez aussi si vous êtes en version 10, vous aurez un patch, même si je vous conseille plutôt de passer en version 11 R2, parce qu'il de toute façon, il faudra le faire, mais il y aura un patch disponible si vous êtes un peu court sur les délais. Qui inclut cette mise à jour. Si vous êtes sur des versions plus anciennes, il faut forcément passer en version 11. Il n'y aura pas de patch fourni par Sage. Donc la désactivation des comptes va vous permettre de rendre inactifs les comptes impactés
par ce changement-là et qui n'auront plus lieu d'être en 2025. D'accord? Donc la liste des comptes qui va disparaître du plan comptable. Donc on a un assistant qui va vous permettre d'aller sélectionner effectivement des filtres de comptes. Il va vous présenter toute la liste des comptes en fonction de fourchettes qui doivent être rendus inactifs en vous indiquant notamment s'il y a des soldes débiteurs, créditeurs sur vos comptes et le traitement va vous les rendre inactifs. Attention, passez bien par une validation de vos commissaires aux comptes pour valider les comptes que vous désactivez parce que selon votre fonctionnement, il y a peut-être des ajustements à faire et peut-être que tous les comptes ne sont pas à désactiver. L'assistant va vous proposer des comptes en fonction des fourchettes qui normalement sont à désactiver. Création des comptes en 2025, là aussi vous aurez un assistant qui va vous proposer la création de tous les comptes, là aussi sur des fourchettes de comptes. Donc il va vous proposer cette liste-là. Là aussi, passer par une validation de votre commissaire aux comptes pour être certain de bien créer tous les comptes. Ce n'est pas forcément nécessaire de créer tous les comptes, surtout s'il y a des comptes que vous n'utiliserez jamais, c'est un peu dommage. L'assistant va vous proposer tous les comptes en théorie à créer. Vous aurez la possibilité de lui indiquer le nombre de zéros aussi, hein, parce que selon si vous avez une compta à 8, à 13 ou à 11 caractères, vous pourrez bien sûr le gérer par cet assistant. Vous pourrez gérer aussi la notion de partage si vous êtes en mono-société. Pour les clients multi-sociétés, vous serez obligé de répéter tous les assistants. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit sur le précédent, mais vous serez obligé de répéter société par société cette opération. Et enfin, les comptes seront créés d'une certaine manière. Donc, charge à vous hein, éventuellement d'aller compléter les paramétrages, notamment sur les comptes de charge. Si vous avez des paramétrages propres avec votre analytique ou autre, hein, l'assistant va vous les créer d'une certaine manière. C'est indiqué sur l'assistant, ce qui met comme quoi c'est actif, non pointable, non immobilisé et en nature de compte haute. Donc, pensez bien à modifier si c'est nécessaire vos comptes une fois le traitement réalisé. Enfin, la modification des schémas de comptabilisation, donc ça c'est pour les immobilisations, donc va mettre à jour les schémas de comptabilisation, vous savez, qui vous permettent de comptabiliser vos écritures en fonction de vos comptes d'immobilier, donc vos 20 et vos 21 pour mettre les bons comptes. Donc là, on parle surtout de la partie actifs CD et produits de cession. Donc là aussi, toujours à valider avec vos commissaires en compte, bien entendu. Deux petites choses à noter, juste pardon, avant de passer à la suite. Une chose qui est importante, parmi les choses qui sont supprimées, vous avez les chèques postaux, donc les 514, vous savez, qui doivent passer maintenant sur des comptes 512. Donc si vous avez ce cas-là, il faudra le traiter, donc créer un nouveau compte 512, créer un nouveau journal bancaire. Si vous avez un vieux plan comptable, c'est assez rare, mais ça existe encore, avec des comptes 410 et 400 au lieu de 411 et 401. Les comptes 400 et 410 ne sont plus acceptés. Donc là, ça peut en avoir un impact beaucoup plus lourd. Donc là, je vous conseille de vous rapprocher de votre ingénieur commercial pour savoir comment le traiter. Pour information, on propose aussi un service. On a une consultante dédiée qui peut vous assister dans votre transition avec la réforme ANC sur justement les points un petit peu sensibles. Si je vous ai beaucoup de volume sur les comptes qui sont désactivés, c'est bien entendu. C'est de report à nouveau, il faudra vider vos anciens comptes par les nouveaux comptes. Donc Nelly est là pour vous assister sur des petits rendez-vous mais gratuits où vous apporter du conseil à ce sujet-là. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, un petit coup de pouce, contactez votre ingénieur commercial et il vous mettra en relation avec Nelly pour faire une prise de rendez-vous pour qu'elle vous accompagne et qu'elle vous mette du conseil par rapport à cette bascule-là. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà un petit peu pour l'ANC. Donc en résumé, pas mal d'impact sur vos comptes et sur vos états financiers. Donc tout ce qui est états financiers, ils ne sont pas encore à jour. Ils viendront après les campagnes de 2025. On parle bien, donc l'impact est bien sur millésime 2026. Et on a des assistants disponibles en version 11, R2 et version 10. Donc si vous êtes sur des versions antérieures, il faudra faire une montée de version. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne les objectifs de la facturation électronique, donc qui sont aussi impactés par cette mise à jour et par les mises à jour antérieures. Donc la réforme très rapide, je
vous fais un rappel sur la réforme de la facturation électronique. Donc, diminuer les temps et les coûts de traitement sur les factures, renforcer la lutte contre la TVA, améliorer la connaissance de la conjoncture actuelle par les remontées d'informations au fil de l'eau et détaillées. En gros, on va rentrer dans un contrôle fiscal en continu puisque l'administration aura tout le détail de vos factures au jour le jour. D'accord. Donc le périmètre, c'est toutes les sociétés soumises à fiscalité et certaines entreprises françaises seront concernées, enfin toutes les entreprises seront concernées, sauf certains secteurs, la santé, la formation, les associations à but non lucratif, les banques assurances. Donc n'hésitez pas à bien vous renseigner si vous êtes sur le périmètre et s'il y a une partie qui est exonérée ou pas de ce périmètre. Voilà. Afin de vous prémunir donc d'une augmentation des redressements, il faudra aussi avoir une bonne gouvernance et de contrôle sur les qualités liées à la remontée de TVA. Ça fait partie des sujets de la facturation électronique. Donc pour rappel, très rapidement, ça c'est des slides que j'ai déjà présentés plusieurs fois, mais on fait une petite couche de rappel. Donc c'est une réforme fiscale donc, pour renforcer la prévention et la lutte contre la TVA. On aura des nouveaux circuits de validation sur les factures qui vous permettra de savoir si la facture elle est bonne, si elle est payée, si elle est encaissée, si elle est valide, etc. Donc on a des circuits de validation obligatoires et des optionnels. On a un calendrier, mais d'application plusieurs étapes, je vais le montrer juste après. On a 3 formats de factures qui sont imposés, les fameuses factures X, entre autres, en sachant que on sera obligé de passer par un PDP. Un PDP, un partenaire une plateforme de dématérialisation partenaire, donc privé. Initialement, on devait avoir un PPF, un portail de facturation public qui a été abandonné par l'État. Donc, vous serez obligé de passer par un partenaire privé. Tel qu'il soit, vous pourrez en avoir plusieurs le cas échéant. On aura 2 types de flux. On aura le e-invoicing pour tout ce qui est facture, qui concerne le B2B et le B2J, et le e-reporting pour les transactions B2C et B2B à l'international, et tout ce qui est encaissement et prestation de services. Les impacts et les prérequis. Premier impact sur lequel on a travaillé depuis j'ai travaillé depuis les versions 11 et 11R1 principalement. L'enrichissement de votre data. Donc, on parle de la syrétisation de vos tiers avec Sage, version 11. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus en détail après. Donc, dans les fiches tiers, vous pourrez récupérer les numéros de SIRET. On propose aussi 2 services supplémentaires, la syrétisation en one shot avec un partenaire qui est Compass, qui vous permet en gros de sortir la liste de vos tiers avec toutes les données, de l'envoyer à Compass qui vous dit ok, je peux améliorer 3000 fiches sur les 15 000, et donc on propose ce service-là pour mettre à jour les fiches de manière ponctuelle. Et la syrétisation aussi au travers de notre connecteur Use qui peut vous enrichir si vous avez Use bien sûr la base tiers au travers de ce connecteur. Et également on va enrichir les données légales des factures et les données liées à la TVA. Deuxième point très important, mettez à jour vos solutions applicatives. Alors on parle de Sage avec la version 11, c'est notre sujet, bien sûr, mais toutes vos solutions métiers, il faut que vous vérifiez, qu'elles soient à jour, et deux, est-ce qu'elles sont compatibles avec la facturation électronique, notamment si vous avez des solutions métiers pour gérer toutes vos factures de vente, notamment. Vérifier est-ce qu'elles sont PDP, est-ce qu'elles ont une solution ou pas, parce qu'il faudra trouver des solutions. Normalement, tout vos scopes de facturation doit rentrer par un PDP. D'accord. Donc, soit votre outil métier est PDP et gère cette partie-là et on est bien. Soit il le gère, mais que partiellement, parce que j'ai des flux intergroup, par exemple, qui ne rentrent pas dedans. Et à ce moment, il faut vous poser mais la question sur le flux intergroup, par exemple, est-ce que je l'intègre sur mon outil métier ou est-ce que je l'intègre dans Sage, par exemple, par une solution de vente, parce que Sage étant PDP pourra le gérer, ou si ma solution applicative métier ne le gère pas, est-ce que plutôt d'envoyer des écritures dans Sage, est-ce que j'envoie pas mes factures dans Sage pour que Sage fasse le lien avec le PDP. Donc, il y a plusieurs solutions possibles, mais il faut bien faire le périmètre chez vous. Bien sûr, côté Sage, il faut se mettre en version 11 R2 2024 pour l'instant, mais si vous le faites au mois de juillet, on vous passera directement en 11 R1 millésimé 2025 si vous avez suivi le début de la réunion. Et côté Sage, donc on aura un portail Sage pour la facturation électronique qui va passer par du Sage Connect et par du Network, j'en parlerai un petit peu plus tard, Sage Network va être le portail PDP de Sage, tout produit confondu, Ligne 100, Ligne 1000, X3 notamment.
Voilà. Enfin, troisième point, calcul de la TVA. Il faut que votre TVA soit à jour parce qu'on va envoyer dans le e-reporting des données de TVA à l'administration pour qu'ils pré-remplissent votre déclaration de TVA. Donc, il faut que vous soyez en capacité de justifier votre TVA avec votre comptabilité. Et on peut vous proposer notamment dans ce cadre-là des audits de TVA également. On avance, mise à jour applicative, je fais un petit focus. Donc, version 11, version minimum pour Sage pour passer à la facturation électronique. La version 11 est upgradée par 2 releases minimisées par an, d'accord, les fameuses R1, R2. Donc là, on est sur la R2 2014 qui est sortie en novembre, je rappelle. Je vous ai fait un petit laïus avec tout, un peu l'historique des différentes mises à jour et des versions. Bon, c'est un peu chargé, je ne vais pas avoir le temps de tout détailler, mais en gros, vous voyez qu'on a donc la version facture électronique à partir de la version 11. La version 11 R1 nous a apporté pas mal de nouveautés, notamment sur l'ergonomie, sur les tableaux de bord, sur des menus web, etc. Mais pas forcément liées avec la facturation électronique, pour le coup. La version 11 R2 nous amène les assistants de l'ANC, des associations de patch, des améliorations sur les traces à fiscalité, du monitoring et des alertes. Donc pas mal de petites nouveautés aussi assez intéressantes à ce niveau-là. Alors, les nouveautés dans Sage liées à la facturation électronique, la grosse nouveauté est arrivée avec la version 11, avec la gestion des tiers, où on a notamment le numéro de SIRET, donc on a pas mal de choses, possibilité de rendre inactif ou actif un tiers, avant on pouvait le faire que sur les rôles tiers pour rappel. Vous avez le numéro de SIRET avec les statuts vie, donc qui va permettre de voir la validité des numéros intracommunautaires de TVA. Vous aurez une notion de conforme FE qui va vous permettre de savoir si la fiche tiers est conforme avec la facturation électronique. Je vous rappelle que pour identifier vos factures, il faudra que le tiers soit bien identifié, principalement au travers de son numéro de SIRET. Si j'ai pas de SIRET, j'aurai pas de tiers identifié, je pourrai pas envoyer mes factures, je pourrai pas les recevoir. Donc aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs, ça peut être un gros sujet. Et catégorie de facturation électronique, savoir si le tiers est assujetti ou pas à la TVA. On a aussi que la version 11, la base sirène, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité pour un tiers d'aller rechercher en automatique via une API qui se connecte sur la base sirène pour rechercher les sirettes pour le tiers en global, mais aussi pour l'intégralité de ces sites, d'accord? Donc, ça va vous lister en fonction de votre raison sociale, de l'adresse, les tiers correspondants. Vous choisissez le tiers et vous récupérez toutes les bonnes adresses, tous les bons numéros intracommunautaires, toutes les bonnes adresses, etc. Par exemple, si vous le faites avec le tiers Apogea, vous verrez les 17 agences disponibles avec leur adresse, leur sirette, etc. On a aussi le Data Cleaning Control, qui est une option à part qui arrive sur la V11, option obligatoire par Sage, qui est en train de surcoût d'ailleurs, je précise, sur votre abonnement annuel. Cette option-là est un outil de contrôle à date. Demain, il va s'enrichir avec de nouvelles fonctionnalités, mais aujourd'hui, il va vous permettre de contrôler un peu ce que vous avez à l'écran, grosso modo, tous les codes EDI nécessaires pour la facturation, pour les frais, pour les unités de poids, de volume, etc. Et aussi tout un volet de contrôle sur les tiers, pour contrôler tous les tiers qui n'ont pas de pays, tous ceux qui n'ont pas de NIC en France, tous ceux qui sont à qualifier, tous ceux qui ont des sirettes en doublon, etc. Je dois avoir les 10 juste après. Voilà. Le focus sur les contrôles des tiers, donc contrôle des tiers pas conformes, contrôle des tiers sans compte bancaire privilégié, les sirettes associées à plusieurs tiers, ceux qui n'ont pas de pays, ceux qui ont un NIC invalide, ceux qui ne sont pas qualifiés comme une catégorie facturation électronique et ceux qui ont un numéro intracommunautaire différent de valide. Donc tout ça vous permet de mettre à jour votre base correctement et d'avoir votre master data à jour. On parle maintenant de Sage Connect et de Network. Une petite présentation un petit peu globale du sujet. Voilà, donc on a les clients, mais les fournisseurs, le Sage Network qui va se mettre entre les deux. L'idée est de voir le côté facturation client, le côté mes facturations mes fournisseurs, et entre les deux, vous aurez un outil qui va nous permettre d'initialiser la relation avec vos partenaires, d'avoir un système de soumission et d'approbation des bonnes factures. Est-ce que la facture elle est au bon format? Est-ce qu'elle est conforme? Oui. Est-ce qu'elle est valide? Est-ce que je l'accepte? Oui, non. Est-ce qu'elle est payée? Oui, non, etc. Est-ce que je gère des litiges, etc. Donc, les fameux mes statuts, certains sont obligatoires, d'autres seront facultatif, la réconciliation, bien sûr, pour identifier les écarts et les statuts de bons à payer, et aussi la partie paiement, parce qu'il faudra également renvoyer la partie paiement dans le cadre de la facturation
électronique. Une bonne nouvelle, Sage a prévu au niveau de la facturation électronique de ne pas avoir de surcoût sur la facturation. C'est-à-dire que le PDP de Sage est intégré à votre abonnement dans une certaine limite. Vous voyez que là, on voit d'ailleurs toutes les lignes de Sage. C'est ce que je vous disais, hein, le PDP Network de Sage, il est pluriproduit chez Sage. Donc, il est aussi bien travaillé pour la ligne 100 que pour la ligne 1000 et que pour X3 ou les autres solutions de la ligne 1000. Et est inclus dans votre abonnement un plafond de factures mensuelles de 5000 factures par mois, ce qui normalement couvre 95% des clients sur la ligne 1000. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la tarification des PDP risque d'être un petit peu sauvage. Et Sage l'intègre à son abonnement, donc vous n'aurez pas de surcoût lié à cet abonnement. Donc ça, c'est vraiment pour Sage une manière de se démarquer de ses différents concurrents partenaires. Voilà. Donc, vous voyez, on a un volume moyen sur Sage 1000 de 1760 factures, un volume moyen, et on va couvrir jusqu'à 5000 factures dans notre abonnement. Au-delà, par contre, vous aurez une surcote liée à votre abonnement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Sage Network, donc on aura des tableaux d'activité qui seront liés à la facturation électronique. Donc voilà. Donc on va avoir le Sage Connect, qui est un outil qui va nous permettre de nous connecter à une plateforme pour valider les factures, et l'envoi au PDP passera par le Sage Network. Donc on a ces deux notions, Sage Connect et Sage Network. Donc vous retrouvez ici toute la partie sur les référentiels à gauche. Au milieu, vous aurez toute la partie d'émission. Donc quand je vais générer mes factures en e-invoicing, avec la saisie des commandes, génération des factures, la validation, la consultation et l'envoi vers le Sage Connect, et le e-invoicing en réception pour toute la partie achat, hein, facture achat, commande mes factures, session mes imports, et récupérer le Sage Connect à ce niveau-là. Petite information, pour les clients qui n'auraient pas la partie achat ou la partie des maths de Sage, qui n'auraient que la comptabilité, la réception des factures va passer par les documents comptables. C'est une notion qui existait aujourd'hui, qui permettait en comptable de faire des factures très très simples, de comptabiliser des factures, on avait surtout du schéma comptable dedans. Ça va passer par ce biais-là. Donc les clients qui n'ont que la compta auront la possibilité d'intégrer les factures, bien sûr, sans forcément accéder au menu achat de Sage. Concernant Sage Store, donc le Sage Connect, pardon, on va pouvoir faire le suivi des factures avec le statut. Donc là, en fait, on va récupérer on va avoir toutes les factures électroniques, d'accord, avec le document PDF de la facture X liée, d'accord, et vous aurez la liste de tous les statuts de vos factures. Est-ce qu'elle est déposée? Est-ce qu'elle est mise à disposition? Est-ce qu'elle est prise en charge? Est-ce qu'elle est suspendue? Est-ce qu'elle est impayée? Est-ce qu'il y a du retard, etc. Donc, on aura un tableau de bord avec l'intégralité des opérations qu'on va pouvoir suivre dans le cadre de la facturation électronique. Voilà un petit peu pour les grandes lignes sur la facturation électronique. Donc, on va avoir du nouveau en 2025 avec les releases aussi, puisque en fait là, on rentre en phase de test. Nous, on commence à tester le Sage Network là jusqu'à fin mars. On va le tester en interne, et après entre mars et juin, on va le tester avec des clients pilotes. Voilà, donc on rentre vraiment là dans le dur. Et on aura, d'ailleurs, je vous en parler un petit peu, mais dans les prochaines web démos qu'on va vous présenter, de mémoire au mois de juillet, on va vous présenter nos avancements par rapport à la facturation électronique en fonction des premiers tests qu'on aura mis réalisés en interne, mais aussi avec nos différents partenaires. Voilà, autre nouveauté sur la version 11R2, en vrac, on a pas mal de choses. Au-delà de nos problématiques ANC et facturation électronique, vous avez des nouveautés sur l'ergonomie. Donc on parle du portable web, on parle des recherches, on parle de nouveaux tableaux de bord, des nouveautés fonctionnelles. Vous pouvez dupliquer n'importe quelle pièce et non plus que la dernière pièce. Vous avez des workflows utilisateurs qui sont là pour vous aider à faire donc des workflows internes sans forcément faire appel à votre intégrateur. Donc, ils ont simplifié un petit peu le flux. De nouvelles interrogations avec des nouveaux liens hypertextes, enrichissement du menu web, amélioration du lettrage qui a eu lieu aussi bien en version, le lettrage a pas mal changé depuis la version 10, mais ça a été amélioré en version 11 R1 et 11 R2. Amélioration de la connexion avec Sage Qualité.
Donc ce qui nous intéresse notamment par rapport à l'ANC. Des améliorations sur la R2, sur le monitoring et sur les alertes. Donc maintenant, on peut faire du monitoring dans Sage et des alertes avec des envois par mail. Si par exemple, votre mémoire de votre serveur web a dépassé une certaine consommation, on verra ça un petit peu plus tard. Et des nouveautés diverses comme l'export de la balance auxiliaire, mais de l'archivage et des nouveautés sur la TVA. Si j'ai perdu mon... Pardon. Hop, ma souris, elle fait un petit tour. Voilà, donc les nouveautés, excusez-moi, sur l'ergonomie. Donc, nouveau portail web, hein, donc on a des nouveaux portails maintenant, des différents éléments. On a des tableaux de bord, des tableaux d'activité, et on va pouvoir gérer sa page d'accueil. C'est-à-dire quand on va être en administrateur, on va pouvoir gérer quels sont les dashboards qu'on va mettre, quels sont les processus que l'on va mettre. Donc, on va pouvoir les gérer directement par ce biais-là pour avoir donc une présentation vraiment personnalisée de nos différents éléments présents sur nos tableaux de bord et sur nos tableaux d'activité. La recherche multicritère, vous savez, enfin, je sais pas si vous savez d'ailleurs, si vous êtes à partir de la version 10, vous devez connaître, si vous êtes en version 9, vous ne devez pas connaître. On a une recherche maintenant tout azimut multicritère qui est sur le bandeau en haut de Sage, qui est intéressante parce que par une chaîne de caractères, vous allez pouvoir rechercher tout un tas d'éléments, que ce soit un tiers, que ce soit un compte, que ce soit un menu, ou même que ce soit une facture par exemple. Donc ils ont amélioré cette recherche-là avec des gestions de code couleur qui nous permet d'avoir une vision un peu plus dynamique, un petit peu plus sympa sur le flux. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous pouvez configurer cette recherche, c'est-à-dire plutôt que cette recherche-là, plutôt qu'elle travaille sur l'intégralité de votre base qui pouvait prendre un peu de temps sur les grosses bases, vous pouvez maintenant paramétrer vos critères de recherche pour lui dire, ah bah, tu vas faire, est-ce que tu fais de la recherche sur les pièces, les comptables, sur les produits, sur les comptes, sur les agences bancaires, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir lui dire sur quel type d'éléments est-ce qu'il va faire ses recherches et donc restreindre votre recherche multi-azimut pour être un peu plus performant. C'est un petit peu l'objet. Voilà, donc ça c'est un petit plus. On va encore plus loin cette recherche qui est vraiment un outil sympa. On a des nouveaux tableaux de bord. Hein. Pour rappel aussi, depuis la version 10, on a eu une refonte de la partie web, une refonte des tableaux de bord. Donc de nouveaux mes tableaux de bord sont arrivés avec la 10R1 et la 10R2. Et on aura sûrement d'autres avec les autres versions. Je vous ai pas mis sur les pavés FE, mais on a ici un tableau de bord sur la conformité de la facturation électronique avec notamment une visualisation de tous les tiers qui sont à qualifier avec des sirettes en double, etc. Quel est notre ratio de complétude au niveau de la fiche tiers et des accès rapides pour aller voir ces différents écrans et pouvoir les modifier. Également, un écran spécifique à la gestion des doublons de tiers. Donc ça, c'est toujours important sur cette qualité-là. Et on a également, ils ont refondu la balance AG. Maintenant, on a une balance AG client-fournisseur. On a une balance AG, un tableau de bord balance AG client d'un côté, balance AG fournisseur de l'autre. Donc là, ils ont fait un seul dashboard qui vous permet de naviguer dans les deux. Côté navigation web, on a donc, je vous ai dit, nos paramètres de recherche qui ont changé. On a des nouveaux journaux, pas journaux comptables, hein, mais des nouveaux journaux de connexion, d'accord, qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur qui s'est connecté, on peut faire des traces sur les métiers, on a des journaux sur les tâches, on a des journaux sur les événements techniques. Donc tout ça, ça peut s'exporter, ça peut s'éditer. Voilà, et la gestion, je vous le disais tout à l'heure, de nos objets de portail. Donc, vous avez beaucoup plus la main sur ces possibilités au niveau de la gestion du menu web. Autre petite nouveauté fonctionnelle intéressante, on peut maintenant dupliquer les pièces, n'importe quelle pièce. Avant, on pouvait dupliquer que la dernière pièce. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours pratique. Je suis sur un lot ou je vais pouvoir cliquer sur n'importe quelle pièce et dupliquer cette pièce directement, sans forcément que ce soit ma dernière pièce comptable. Des nouveaux workflows, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, on a une large palette de modèles de workflows qui vont permettre de prendre la main et personnaliser vos propres workflows. Donc, c'est très simple. Hein, je fais directement quelque chose. Quand un objet est changé, alors je fais quelque chose. Par exemple, quand je modifie un compte comptable, je vais envoyer un mail au responsable comptable pour qu'il soit sûr que la modification est cohérente avec
mais ce qu'il veut faire. Quand j'ai changé la date d'un objet d'une classe et qu'elle est dépassée, par exemple une date d'échéance, alors je peux faire une action, notifier quelqu'un, envoyer un mail, imprimer un document, etc. Donc voilà, vous avez des petits assistants comme ça qui vous permettent de travailler sur vos workflows de manière plus simple. Des nouvelles interrogations. On a une interrogation sur les échéances à date avec une visualisation en cascade du détail via des liens hypertextes. Donc, on va avoir ici la liste de vos différents collectifs par type de compte avec les soldes ici. Et en cliquant dedans, vous aurez le détail de tous les tiers qui le composent. Voilà, donc vous allez pouvoir redescendre comme ça, crescendo, pour en fait faire des zooms ici. Donc d'abord, j'ai mon total de mes tiers divers en masse, échu à enfin avec les différentes échéances. Je clique sur échu à plus de 60 jours, j'ai tous les tiers échus à plus de 60 jours avec le solde directement. Et quand je clique sur le tiers en question, j'ai le détail des écritures de ce tiers-là échu à plus de 60 jours. On est vraiment en mode zoom, donc c'est assez intéressant. Pareil, on a aussi le même flux sur les comptes auxiliaire. Donc voilà, vous aurez là aussi les différents clients avec la visualisation, solde avant période, débit, crédit supérieur, des soldes après. Voilà, au niveau de lettrage, on a beaucoup d'améliorations depuis les anciennes versions. Donc, pas mal de patchs qui sont arrivés avec la version 11.1 et 11.2 entre autres. Donc, en vrac, on a des codes lettrage dans les grilles de sélection, on a des liens hypertextes vers les groupes de sélection. Donc, quand on est sur la sélection, on va pouvoir cliquer sur un lien pour voir le détail. Il y a une amélioration sur les écarts de change et les écarts tolérés. On peut faire du délettrage en cascade. On peut faire maintenant de la multi-stratégie de lettrage en version 11. On peut faire qu'une seule stratégie unique. Maintenant, on peut en appliquer plusieurs. On a un lettrage optimisé, donc qui nous fait gagner beaucoup de temps sur les gros lettrages, sur du mono établissement en mode SQL. Et on a supprimé la limite du nombre d'échéances à traiter, puisqu'avant on était limité à 10 000 échéances. Donc maintenant on a plus cette limite là, donc ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin sur les gros lettrages où on avait quelques difficultés. Voilà, donc pas mal d'avancées sur le lettrage qui était complètement refondu depuis la version 10 au vu de la facturation électronique. Côté fiscalité, quelques améliorations entre les liens Sedge Invoke enfin Sedge et Invoke. Donc on a des API maintenant sur les données de TVA, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de remplir la déclaration de TVA à la main. Dès lors qu'on la gère dans Sedge, bien sûr, il faudra bien la gérer dans Sedge. On va pouvoir remonter le flux d'informations par API directement dans la fiscalité. On a maintenant au niveau également des sociétés, on va pouvoir avoir l'historisation de quand on a initialisé la société, de ces exercices et des informations liées. Donc on a l'historique de qu'est-ce qu'on avait sur les autres années, quel exercice et quelles informations. Donc ça c'est des données que l'on n'avait pas avant. Et on a amélioré aussi l'envoi de balance par API aussi pour aller un petit peu plus loin. Notamment sur les dates, on met des situations et sur les périodes à prendre en compte. Côté nouveauté, toujours R2, on a un monitoring maintenant qui va nous permettre d'aller paramétrer un monitoring sur des flux particuliers. Donc on a un onglet en gris qui va nous mettre les différents logs sur lesquels on peut générer ce monitoring, donc sur des événements, sur les utilisateurs, sur de l'audit, sur des compteurs de performance avec la possibilité de faire des envois par mail. Donc chaque élément sera indiqué le type de flux, quelle est la destination, notamment si on fait un monitoring sur des imports-exports, quelle était la destination de ces fichiers-là, sur les catégories, sur les événements et sur les indicateurs, avec la possibilité d'avoir des logs soit au format CSV, soit en format Excel. Un peu dans la même logique, on a une gestion des alertes qui va nous permettre, par exemple, si je veux faire une alerte en cas de dépassement de mémoire virtuelle de mon service Edge, s'il y a une trop grosse consommation, dès lors que je vais dépasser les 705 mégas, je vais pouvoir envoyer un mail qui va me dire attention, j'ai dépassé. Donc ça c'est plus côté IT.
mais ça nous permet de faire un monitoring dans Sage. Donc c'est assez intéressant. Enfin, quelques améliorations diverses. On a au niveau de l'archivage des sociétés, vous savez, c'est le FEC, hein. Quand on archive le FEC, on va avoir la possibilité maintenant de l'archiver sans les éditions auxiliaires. Avant, quand vous faisiez un archivage, vous gérez le fichier FEC et ça générait tout un tas d'éditions de PDF qui pouvaient prendre beaucoup de temps. En fait, souvent le FEC se génère assez vite et les éditions étaient beaucoup plus longues. Donc là, on peut le faire sans les éditions auxiliaires. Charge à vous après de les faire si besoin. Mais ça vous permet de générer un FEC beaucoup plus rapidement. Voilà, on a rajouté aussi l'export de la balance auxiliaire en format Excel et des améliorations sur la déclaration de TVA hein, qui a beaucoup changé depuis la version 10 également, beaucoup d'améliorations sur ce sujet. Donc on a maintenant des critères supplémentaires sur les étapes préparatoires, des catégories hors champ de TVA, des coefficients de TVA pour les CCA notamment. Je vous ai mis en annexe tout ce qui concerne un peu l'ANC, notamment sur les comptes, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le premier thème qu'on a abordé sur les détails des comptes bilan, donc suppression des comptes 400 et 410 au profit des 401 et 411. Je pense que ça doit concerner vraiment les très vieilles comptabilités. Suppression des chèques postaux, mise à jour des comptes bilan avec les principaux exemples. Hein, donc vous voyez qu'il y a des comptes qui vont changer comme ça. Vous avez aussi le détail des comptes, les principaux exemples des comptes de bilan qui sont supprimés. Vous avez également des notions de comptes qui deviennent obligatoires et des notions de comptes qui deviennent facultatifs. Vous avez les comptes modifiés. Hein. Donc là, c'est le libellé, hein. C'est-à-dire que le compte il reste le même et on modifie le libellé pour plus de lisibilité, pardon. Excusez-moi. Voilà. On a aussi donc des correspondances avec les comptes de produits et des comptes qui seront aussi supprimés. Voilà. Les prochaines web démos, on est pas mal. Prochaine web démo, donc jusqu'au mois d'octobre du moins, on va avoir en mars, on prévoit une web démo sur Sage Fiscalité by Evoque plus la DAS2. Donc il y a pas mal de petites nouveautés sur la DAS2. Enfin, il y a un renforcement sur les contrôles. Donc il y a un petit sujet assez intéressant. Et on va parler donc de Sage Fiscalité pour vous présenter le produit pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc faire un petit focus sur la DAS2 qui est un sujet un petit peu brûlant en ce moment. En avril, on fera un tour sur les produits Apogea. Donc, c'est des développements qu'on a fait spécifiquement sur plusieurs clients et qu'on a industrialisé pour répondre à plein de problématiques, que ce soit importer en automatique mais des fichiers de Excel, répondre aux demandes de CAC, faire mais de la banque, faire des fusions en automatique, faire de l'archivage en automatique, etc. C'est notre expertise qu'on met au profit du client. En mois de mai, on va parler de Sage Fiscalité. Il faut savoir que la fiscalité, donc on appelle SFD, s'enrichit d'une GED à partir du mois d'avril et s'enrichit normalement de la partie vente à partir du mois de septembre. Donc pas mal de nouveautés là-dessus. Ils ont fait une refonte complète de leur ergonomie, donc produit et plutôt sympa. Je vous invite à venir. En juin, très important aussi, on va parler de la nouvelle communication bancaire EBIX V3. Pour ceux qui ont aujourd'hui la communication bancaire SCB, à terme, elle ne supportera pas les nouvelles normes bancaires. Donc, on a un nouveau produit, qui est un produit qui existe déjà, qui était sur XRT, qui est descendu sur la ligne 1000 et qui va permettre de répondre à ces besoins-là. Donc, c'est un sujet assez important. Au mois de juillet, on fera le retour d'expérience sur les premiers tests de facturation électronique, donc notre premier ex. Donc, je vous invite fortement à venir. On commencera à avoir des réponses un peu plus concrètes, puisqu'on aura pu travailler sur les premières versions de Sage Network et on va pouvoir le tester et en interne et avec des clients pilotes. Donc, on va avoir un bon retour d'expérience d'ici là.
Et en septembre, on va parler de la version 11, release 3 en fait, ça va être la release 1 2025, pardon. On va rappeler aussi les dernières releases, bien entendu. Et en octobre, enfin, on a les E-Days, qui est un peu notre journée où on se rend compte en physique et vous aurez tous les partenaires avec lesquels on travaille autour de Sage. C'est l'occasion de rencontrer, euh, de se rencontrer autour d'un endroit convivial. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. On va pouvoir partir sur une série de questions-réponses si vous avez des questions ou des demandes. Jessica, je sais pas Là, si pour nous. l'instant, je ne vois pas de questions. Je vois surtout des gens qui te remercient pour cette présentation très complète. Ouais, alors ça allait un petit peu vite, hein, mais j'avais beaucoup de sujets à aborder. Donc, je m'excuse un peu pour le rythme un peu soutenu. Mais voilà, il y avait pas mal de sujets sur lesquels je voulais vous entretenir. Même si c'est des sujets qu'on a déjà abordés, mais il me paraissait important de refaire un tour global, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissances sur la version 11. Voilà. Donc je rappelle deux choses importantes. Si vous avez des questions sur l'ANC 2025 ou des problématiques propres parce que vous avez beaucoup mis de volume sur les comptes à traiter, parce que vous avez des chèques postaux ou autres, n'hésitez pas à contacter votre IC pour prendre un rendez-vous d'audit avec Nelly. Hein, c'est gratuit et elle vous aiguillera sur les bonnes pratiques. Après, si vous estimez ensemble qu'il faut qu'on intervienne, on le fera, mais le but c'est que vous soyez le plus autonome sur le sujet. Je rappelle hein, qu'il faut être pour avoir les assistants Sage en version 11, mais si dans l'absolu on pourrait le faire manuellement, il y a quand même pas mal de comptes à modifier quand même, à créer, à rendre inactifs notamment, donc c'est pas innocent. Voilà, côté facturation électronique, pensez bien à travailler votre data, à faire le tour du périmètre de l'ensemble de vos solutions métiers et voir si vous avez des zones d'ombre. Là aussi, on peut vous accompagner aussi. On l'a pas encore fait, mais on va mettre en place aussi une cellule expert qui va vous accompagner. Mais là, voilà, on est un peu plus focus là sur les premiers tests qu'on va faire avec le PDP Sage. C'est vraiment la priorité pour nous. Mais pour vous, il faut vous préparer tant sur votre master data que sur votre TVA et sur l'ensemble de vos solutions applicatives. Donc vérifiez bien si vous avez des outils métiers, s'ils sont PDP ou pas, et quelle stratégie est-ce qu'ils adoptent. Et puis en fonction de ça, on pourra vous aider sur les bons choix hein, en fonction de vos outils, de démat, etc. Enfin voilà, les solutions sont nombreuses. Il faut voir après quelle est, euh, quelle est la plus pertinente en fonction de votre contexte client. Voilà, et puis Alors, après, j'ai des questions qui viennent d'arriver, Vincent. Est-ce que les workflows intègrent une notion de validation d'étape? validation d'étape. Alors, je pense ce que vous entendez par validation d'étape. Les workflows, grosso modo, c'est un déclencheur. D'accord? C'est un déclencheur, c'est-à-dire que quand vous allez faire une action précise, créer un compte, faire un bordereau de paiement ou autre, eh ben, ça va déclencher un traitement qui, en général, va se manifester par un envoi de mail. Donc, ça pourrait très bien, effectivement, alors, tout dépend de ce qu'on attend par validation d'étapes, parce qu'on peut en avoir beaucoup de validations d'étapes. Hein. Dans Sage, ça peut être valider vos comptes bancaires, ça peut être valider une remise, ça peut être valider un bon de commande achat. Mais oui, la validation d'une étape, peu importe de quelle étape on parle, peut être un déclencheur pour envoyer un mail, par exemple. J'ai la même personne qui me dit exemple de workflow de validation d'une nouvelle fiche fournisseur. Oui, tout à fait. Le fait de créer une fiche est bien une action qui peut déclencher un workflow avec un envoi de mail, par exemple. Tout à fait possible, oui. On est un peu sur ce contexte-là. Je crée un tiers, je crée un compte bancaire, je crée un compte. Je peux très bien vouloir envoyer un mail au responsable comptable, par exemple, pour qu'il ait l'information et qu'il soit au courant, voire même qu'il contrôle. Donc, tout à fait. Hein. J'ai une autre question. Si notre PDP n'est pas Sage, y a-t-il un suivi network? Alors, très bonne question. Ça dépend un peu de votre périmètre. Je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais
En fait, dans la facturation électronique, il y a le e-invoicing pour tout ce qui est facturation. Donc, émission et réception, d'accord? Donc, si ça, c'est géré par vos outils métiers, on pourrait dire qu'on n'aura pas forcément besoin du PDP Sage, mais attention, il y a le e-reporting qui va concerner notamment la remontée des paiements et notamment toutes les factures qui sont pas dans le scope du e-invoicing et également la TVA. Alors, la TVA, on manque un peu d'éléments parce qu'on ne sait pas exactement sous quelle forme ça va être matérialisé, mais normalement, on aura un flux qui va être une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, où on va remonter de la donnée. On n'a pas encore le schéma exact et le format, mais on pressent que ce sera plutôt des données comptables. Donc, il est possible que même si le e-invoicing est géré par vos outils métiers purs, que vous ayez quand même pour le e-reporting besoin d'envoyer des flux au travers de la compta et donc d'avoir le Sage Network voilà, le Sage Network. Le PDP de Sage, quoi, en fait. J'ai une autre question. Nous utilisons une monobase avec plusieurs sociétés. Faut-il vraiment passer sur chaque société pour modifier le PCG? Ben non, si vous êtes sur une monobase multisociété et que vos comptes sont partagés, vous pouvez le faire une seule fois. Par contre, si vous êtes en multisociété, donc autant de bases de données, là, par exemple, si vous avez une multisociété avec 15 bases, vous serez obligé de passer sur vos 15 sociétés. Par contre, si vous êtes sur une monobase multisociété, normalement, vos périmètres sont partagés, alors peut-être tous ou peut-être par deux activités distinctes. Donc, si c'est deux activités distinctes, il faudra peut-être le faire deux fois. Mais si votre référentiel est partagé, vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois. Parce que vous n'avez qu'une base et avec un partage. Par contre, si vous êtes en multisociété, là, ce sont bien des comptabilités qui sont différentes, qui sont étanches. Et donc là, vous serez obligé de passer l'assistant X fois. Je ne vois pas d'autres questions, Vincent. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Sinon, on va clore le webinaire. Je laisse encore 2-3 petites minutes. Ça marche. Bon. Et ben, en tout cas, merci à tous d'être venus sur ce webinaire. Et puis, je vous dis à très vite. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir assez rapidement. N'hésitez pas si vous voulez avoir la présentation, si vous voulez un peu, mais le détail avec notamment sur les annexes ou autres. N'hésitez pas à demander à votre IC. Il pourra vous communiquer les informations avec plaisir. Merci beaucoup, Vincent, et Pour une merci prochaine à fois. tous. Un Bonne webinaire. journée. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir.